Comment fonctionnent les guerres modernes? Premièrement, déstabiliser. L'attaquant suscite des foyers de troubles dans le pays visé. Il déstabilise le pays qu'il a comme cible, au point qu'il y ait une guerre civile. Deuxièmement, comment le fait-il? Tout d'abord, il prend contact avec les groupements des mécontents et avec ceux qui sont prêts pour la violence, les rebelles, les terroristes rémunérés, dans le pays visé. Pour lui, cela ne joue aucun rôle si ces rebelles prêts à la violence se composent de fans de football, de fanatiques religieux, d'extrême gauche, d'extrême droite ou autres. Ils doivent seulement être violents, de sang-froid et loyaux. L'attaquant présente à chacun de ces groupes un avenir meilleur avec le droit d'intervention et beaucoup d'avantages. Ainsi, chaque personne motivée combat, peu importe par quel biais, pour imposer ses objectifs individuels. Toute unité terroriste ainsi formée accepte temporairement d'autres groupements d'un tout autre genre. Initialement, chaque groupe voit seulement des avantages dans la force de frappe commune. La devise est « synergie par-dessus tout », frapper ensemble, marcher séparément. L'attaquant forme ainsi des groupes terroristes hétéroclites. Si un groupe rebelle extrémiste ne veut pas du tout se mélanger à d'autres qui pensent autrement, cela n'a aucune importance pour l'attaquant. Il le sépare pour des objectifs particuliers, par exemple pour des attentats suicides, etc. Troisièmement, l'armement et le financement. Au travers de mercenaires de son propre pays ou d'un autre pays, il forme les groupes de rebelles rassemblés préalablement en groupes de terroristes. Dans la mesure du possible, il fait cela en dehors du pays visé. Pour ce faire, il installe des centres de formation secrets le plus près possible de l'endroit visé. Si cela n'est pas possible, il les fait venir d'ailleurs. Il livre aux rebelles des quantités d'armes et de munitions à volonté. Il paye les rebelles pour aller au combat. Quatrièmement, l'attaque. L'attaquant étranger met en pratique son plan de combat de façon ciblée. Suivant la stratégie, il attaque aussi de façon ciblée des personnes civiles. Son but est surtout d'attirer l'attention des peuples et de susciter le cri au secours venant de l'extérieur. Bien sûr, maintenant, ce n'est pas l'attaquant organisateur qui est au centre des informations de presse, mais le mauvais gouvernement du pays à renverser, ou bien, si besoin est, ce seront les rebelles, c'est-à-dire les unités terroristes. Cinquièmement, les buts du véritable attaquant sont toujours les mêmes. Autant que possible, affaiblir l'objet visé à partir de l'intérieur. Accusation ciblée contre l'objet visé. Autant que possible, provoquer la confusion et l'impuissance des peuples. Autant que possible, créer le besoin pour un secours militaire venant de l'extérieur. Renversement et élimination du gouvernement visé. Mise en place d'un nouveau gouvernement venant d'entre les rangs des rebelles déclarés des bons rebelles. Retrait des troupes, abandon du pays à lui-même afin qu'il tombe dans le chaos total. Nouvelle intervention radicale pour éliminer tous les héros utilisés auparavant et qui sont désormais appelés des terroristes. Prise en charge du pays ainsi que de ses ressources. Paiement de dédommagement au gré des attaquants. Sixièmement, se laisser célébrer comme sauveur. Septièmement, le même exercice en grand. Ce que l'attaquant a fait dans différents pays avec des troupes de rebelles hétéroclites, il le fait à grande échelle. Des pays entiers sont maintenant ses troupes choisies de rebelles. Avec celles-ci, il encercle ses plus grands rivaux qu'il ne pourrait jamais battre tout seul. Tout d'abord, il attise des provocations qu'il met sur le dos de ses plus grands rivaux. Il amène ces pays rebelles choisis à attaquer avec leurs propres armes et leur armée contre son plus grand rival. C'est seulement quand tous les pays ont tiré leurs dernières munitions, qu'ils ont perdu leurs meilleurs éléments et qu'ils sont ruinés que le véritable ennemi de l'homme, le véritable attaquant et belliciste intervient pour maintenant les vaincre tous ensemble. Qui sont les grands perdants? Tous ceux qui se sont laissés envoûter et utilisés par cet attaquant et belliciste retors. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale au sujet des événements du 11 septembre 2001. Il y a 13 ans, selon des sources officielles, 3 avions volaient en direction d'importants bâtiments civils et militaires des États-Unis.
Un autre avion chutait en Pennsylvanie. En quelques heures, les images effrayantes de cet événement parvenaient à des milliards de foyers dans le monde entier. Effrayantes encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Mais ce n'est plus un secret qu'il s'agissait d'attentats venant du gouvernement même des USA. Beaucoup de citoyens des États-Unis ne croient plus les informations officielles, avant tout à cause d'arguments et de contre-voix de forces probantes. John Lear, ancien pilote de la CIA, en fait partie. Il a déclaré sur l'honneur que l'explication officielle de la collision des deux avions commerciaux avec le World Trade Center n'est pas possible selon les lois de la physique. Un vrai Boeing 767 se serait mis en accordéon lors de la collision. Les moteurs seraient généralement restés entiers lors de l'impact sur les colonnes métalliques épaisses de 34 cm. Ils seraient tombés au sol ou on les aurait retrouvés dans les ruines des bâtiments effondrés, dit John Lear. Son explication vient appuyer l'accusation contre le gouvernement américain, selon laquelle il s'agit d'explosions planifiées. C'est maintenant exposé sur des bases scientifiques dans de nombreux documents que vous pouvez facilement trouver sur Internet ou sur YouTube. En plus, dans ce cadre, beaucoup de services d'élucidation se posent la question de savoir pourquoi le bâtiment numéro 7 du World Trade Center s'est écroulé apparemment sans intervention extérieure. Dans le rapport officiel publié par la Commission en septembre en 2004, ce bâtiment n'est tout simplement pas mentionné. Pourquoi les médias, et avant tout les chaînes américaines et britanniques CNN et BBC, diffusent-ils des rapports trompeurs, c'est-à-dire fondés sur des mensonges? Le journaliste américain connu William Dean Garner a découvert au cours d'années de recherche que presque toutes les banques nationales et les banques d'émission au monde sont contrôlées par une seule famille privée. Avant les attaques du 11 septembre, il est prouvé qu'il y avait 7 pays dont les banques nationales n'étaient pas contrôlées par cette famille. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Quelques jours seulement après les attentats contre le World Trade Center, on a adopté la décision à Camp David, au Maryland, aux États-Unis, d'attaquer la majorité des pays en question. Ou pour mieux le formuler, suite à cet événement du 11 septembre, la décision pouvait être adoptée d'attaquer la majorité des pays en question. En effet, il est prouvé que le gouvernement des États-Unis avait déjà planifié l'invasion de l'Afghanistan et l'attaque contre l'Irak avant les attentats du 11 septembre. Mais pour recevoir le soutien de la population américaine et du monde occidental, il fallait une raison convaincante. Et cette raison a été donnée par les événements du 11 septembre qui ont en même temps déclenché la peur du terrorisme et aussi de l'islam. En résumé, nous jetons un coup d'œil rétrospectif. En 2001, les États-Unis ont pénétré en Afghanistan et en 2003, en Irak. En 2003, les banques nationales d'Afghanistan et d'Irak étaient prises par la famille Rothschild. Depuis 2003, il y a eu continuellement des affrontements entre le gouvernement et les rebelles au Soudan. La Banque centrale du Soudan a également été prise par les Rothschild en 2011. On a attaqué la Libye en 2011. Et pendant que le pays sombrait dans la guerre, une banque d'émission contrôlée par la famille Rothschild était déjà établie. En 2005, une commission d'assistance pour Cuba libre était spécifiquement créée à la Maison-Blanche. Cette autorité coordonne le travail contre le gouvernement cubain. Pour la seule année 2006, 15 millions de dollars étaient prévus dans le budget des États-Unis pour soutenir certaines parties de l'opposition cubaine. Au début de l'année 2013, l'ONU a pris des sanctions renforcées contre la Corée du Nord. De plus, les États-Unis ont annoncé la construction d'autres stations de défense antimissiles sur les îles du Pacifique afin de pouvoir intercepter une attaque potentielle en provenance de Corée du Nord. Contre l'Iran, depuis des années, déjà une grande guerre médiatique a lieu.
Depuis des années, nos médias du mainstream publient constamment que l'Iran va certainement fabriquer en une année des armes nucléaires. Ça nous rappelle quelque chose. Avant la guerre contre l'Irak, on a aussi publié dans tous les journaux que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Mais cela était un mensonge, comme cela a été avéré après la guerre. Même si l'Iran est, avec Cuba et la Corée du Nord, un des pays dont les banques centrales ne sont pas sous contrôle de la famille Rothschild, cette famille a réussi, avec l'aide des États-Unis, des forces armées de l'OTAN et de reportages des médias, à reprendre la majorité des banques nationales qui n'étaient pas sous leur contrôle avant le 11 septembre. Avec l'aide des médias que les bellicistes mentionnés ci-dessus utilisent une fois de plus pour servir leurs propres objectifs, l'histoire semble se répéter maintenant 13 ans plus tard. Si en 2001 on s'est servi des attaques du 11 septembre, aujourd'hui on se sert d'une part de la milice IS pour provoquer la peur du terrorisme et de l'islam. Et d'autre part, on prend la Russie qui est marquée par l'image d'ennemi dans tous les esprits européens. Pour bien comprendre, regardez nos émissions sur le sujet de l'Ukraine ainsi que notre émission spéciale « Comment fonctionnent les guerres modernes ». Puisque dans le contexte de la crise en Ukraine et les milices IS, la vérité ne nous est pas transmise par les médias, ainsi les médias du mainstream nous entraînent de cette façon à être d'accord avec les attaques aériennes des États-Unis contre la Syrie. Et tous nos peuples européens, qui sont encore réticents à la guerre, sont rendus favorables à aller à la guerre contre le prétendu méchant agresseur russe. Réfléchissez-y et continuez à regarder les informations non censurées sur le mur des lamentations. Dans une interview du 7 janvier 2015, Gerhard Wisniewski a décrit la prétendue lutte contre le terrorisme qui a commencé le 11 septembre 2001. Ce serait le résultat d'une prophétie ou d'une planification de quelques experts politiques et stratégiques de tout le Pentagone et de ceux qu'on nomme les néoconservateurs. On appelle néoconservateurs des politiciens américains qui, sous couvert de démocratie et de liberté, défendent le droit des USA de diriger le monde. Ceux-ci auraient déjà planifié la guerre des civilisations au début des années 90 pour qu'elle vienne relayer le conflit Est-Ouest, car il est très clair que le conflit Est-Ouest était très avantageux pour l'Occident, c'est-à-dire pour l'industrie de l'armement, pour les politiques, parce qu'ils pouvaient ainsi garder le peuple sous tension. Ils avaient simplement besoin d'un ennemi, et c'est pourquoi ils ont planifié la prétendue guerre des civilisations pour qu'elle prenne la place des conflits Est-Ouest. Cela a été écrit en 1996 dans le livre Le choc des civilisations du célèbre politologue Samuel Huntington. Celui-ci aurait prédit ce qui n'existait pratiquement pas au milieu des années 90 et semblait moyenâgeux, des conflits religieux. Là, les services secrets occidentaux ont beaucoup de responsabilités, affirme Wisniewski, car c'est eux qui veulent attiser tant de haine jusqu'au point où, en quelque sorte, le moteur commence à tourner et où la guerre des civilisations démarre et tourne toute seule. Le but en est l'abolition totale des cultures et des religions afin que le nouvel ordre mondial puisse être mis en place. Gerhard Wisniewski, le 7 janvier 2015. La cible qu'est l'islam, par exemple, est en effet très importante pour plusieurs raisons. Pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles. On voudrait que disparaisse cette culture qui insiste fortement sur les valeurs conservatrices, comme la famille. Et d'autre part, on voudrait bien sûr aussi faire main basse sur les ressources situées dans les pays islamiques, telles que les ressources pétrolières. Autrement dit, comme toujours, des événements et des plans stratégiques de cette sorte sont multifonctionnels. On essaie toujours de tuer autant d'oiseaux que possible avec une seule pierre. La technologie devient de plus en plus sophistiquée. Nous avons des bombes intelligentes, des armes de haute précision. Et pourtant, il y a de plus en plus de civils qui sont tués que de soldats. Le nombre de civils tués n'arrête pas de croître depuis la Première Guerre mondiale.
Nous avons développé une froideur totale en ce qui concerne nos armes. Colonel has just advised me that that is our target area right over there. 1, 2, 3, 4, we dropped our bombs and now a tremendous G-load as we pull out of the dive. Oh, I know something of what those astronauts must go through. Well, Colonel, it's a great way to go to war. Well, Colonel, it's a great way to go to war. Donald Trump, président des USA. Un coup habile des globalistes pour l'instauration du nouvel ordre mondial. La plus grande partie du monde occidental a vu avec incrédulité et en partie avec effroi les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Dans tous les sondages, Hillary Clinton devançait Donald Trump. Mais Franklin D. Roosevelt, 32e président des États-Unis d'Amérique, disait déjà, je cite, « En politique, rien n'arrive par hasard. Si quelque chose arrive, on peut être certain que c'était planifié ainsi. » Sous cet angle, l'élection de Trump et les résultats juste après les élections apparaissent sous un autre jour. Le fait que le directeur du FBI, James Comey, ait rendu public juste avant les élections la reprise des enquêtes contre Hillary Clinton laisse à penser que l'on voulait ainsi influencer le résultat des élections. Clinton se trouvait sous le feu de la critique parce qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, elle avait envoyé des emails liés à son travail depuis un serveur privé non sécurisé, et cela est répréhensible. Le FBI avait terminé ses enquêtes à ce sujet en juillet 2016 et a rendu public, juste avant les élections, la découverte d'autres emails. Avec cette publication, le FBI a beaucoup nui à la campagne présidentielle de Clinton et a guidé l'attention du public sur la corruption et les affaires controversées d'Hillary Clinton. Comey a dû être conscient de l'importance de cette publication et n'aurait probablement pas osé faire ce pas sans être couvert. Cet événement, à lui seul, montre qu'il n'était pas souhaitable qu'Hillary Clinton devienne la première présidente des États-Unis. Cela pose bien sûr la question suivante. Pourquoi le choix est-il tombé sur Donald Trump? David Rockefeller, qui a avoué publiquement en 2006 dans son livre intitulé Mémoires qu'il fait partie d'une intrigue secrète dont le but est de créer des structures économiques et politiques globales, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial, pourrait lui-même donner la réponse. En 1994, il a déclaré devant la délégation économique des Nations Unies « Nous nous trouvons au bord d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la vraie crise totale. Et alors, les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Une telle crise pourrait par exemple être le début de la Troisième Guerre mondiale, qu'Hillary Clinton a presque provoquée avec ses paroles agressives contre la Russie. C'est pourquoi nombre de commentateurs alternatifs se disent soulagés que Clinton n'ait pas été élue présidente. Mais une crise totale pourrait aussi être l'effondrement complet du système financier et économique global, contre lequel les experts mettent en garde depuis des années. Au cours des années passées, les bulles financières dans les marchés mondiaux sont devenues énormes, de sorte que l'on a pronostiqué de manière récurrente que ces bulles pourraient éclater d'un moment à l'autre, ce qui n'est pourtant pas arrivé jusqu'à maintenant. Du fait que les liens étroits d'Hillary Clinton avec Wall Street et l'élite financière sont connus, il ne serait probablement pas très favorable si elle siégeait à la Maison-Blanche lors d'un tel effondrement. On pourrait ainsi rendre responsable l'élite financière elle-même pour le krach économique. Il en serait autrement avec Donald Trump. Dès avant les élections, les médias ont déclaré qu'une victoire de Trump équivaudrait à un effondrement du marché. Si la présidence de Trump devait être utilisée comme début d'une crise économique sans précédent, alors on en rendrait nécessairement responsable Trump et sa politique conservatrice. On pourrait ainsi mettre la faute de l'effondrement non seulement sur Trump, mais aussi sur tous les mouvements conservateurs, nationalistes et de droite populaire. Tous les mouvements qui s'engagent pour un État souverain et agissent donc à l'encontre de la globalisation et d'un nouvel ordre mondial pourraient être stigmatisés comme provocateurs de grandes souffrances et comme ennemis de l'humanité. Les constructeurs d'un nouvel ordre mondial pourraient, au bon moment, se positionner comme sauveurs
et ainsi plus rien ne se trouverait en travers du chemin vers un nouvel ordre mondial. L'élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis d'Amérique pourrait donc être un coup bien pensé des globalistes pour mettre en place leur nouvel ordre mondial. Cela ne peut pas encore être affirmé avec certitude. Mais ce qui est intéressant et effrayant, c'est que le danger d'une crise économique mondiale à venir, causée par une politique conservatrice, est déjà inculqué aux hommes en ce moment. Le FMI et la Banque mondiale ont averti que l'économie mondiale serait menacée par une politique tournée vers l'intérieur. Les médias ont déjà présenté la politique que Trump a déclaré suivre comme menant à une crise économique mondiale. Mesdames et messieurs, chaque guerre et aussi chaque crise financière éventuelle qui nous menace est précédée par une guerre de l'information. C'est pourquoi il faut maintenant mettre à la lumière les vraies causes de cet état désastreux du système financier et économique. Observez avec attention les événements à venir et les commentaires des médias. Le sujet d'aujourd'hui nous amène à la découverte d'une des banques les plus puissantes au monde, agissant dans l'ombre du grand public et pourtant présente dans le monde entier. En effet, depuis 5 ans, la banque d'investissement américaine Goldman Sachs est représentative de tout excès et dérive de la finance spéculative. Au travers d'opérations hautement spéculatives avec les ménages insolvables américains, la banque a pu s'enrichir par la crise financière actuelle et être elle-même préservée de la faillite grâce à ses relations politiques. Goldman Sachs est bien plus qu'une banque. C'est un empire invisible qui, avec son capital de 700 milliards d'euros, dépasse de 2 fois le budget du gouvernement français. C'est un empire financier florissant qui a transformé le monde en un casino géant grâce à son avidité et à ses spéculations sauvages. Avec ses entrecroisements incomparables au niveau mondial et une armée de 30 000 banquiers, Goldman Sachs a pu engranger d'immenses bénéfices, continuer d'étendre sa puissance financière, consolider son influence sur les gouvernements et s'assurer une entière immunité face aux justices européennes et américaines, tout ça durant les 5 dernières années de crise. Actuellement, les médias de l'Ouest travaillent avec une insistance dangereuse à une construction morale qui devrait justifier une guerre contre la Russie. Hier, c'était Hitler et Danzig. Aujourd'hui, c'est Poutine et Donetsk. Ou Highway to Hell, Poutine va couler. Jusqu'à quel point laissons-nous Poutine dépasser les bords? Et l'invasion secrète de Poutine. Voilà les gros titres qui prédominent actuellement dans les médias dominants allemands. La rumeur d'une invasion russe en Ukraine est utilisée pour appeler l'Europe fatiguée de la guerre à prendre les armes. Car dès l'école, nous avons tous appris que dans le passé, il existait des agresseurs méchants contre lesquels on ne pouvait se défendre que par la force des armes. Dans notre éducation, le cri « plus jamais la guerre » a toujours été lié à une clause qui dit « si jamais un dirigeant comme Hitler devait se lever, alors il faudrait se sacrifier et faire une exception ». L'heure pour cette exception paraît être venue maintenant. Dans le journal Die Welt, des intellectuels polonais appellent à ne pas commettre face à Poutine les mêmes fautes que celles qui avaient été commises face à Hitler il y a 75 ans. D'après leur variante de l'histoire, les puissances de l'Ouest auraient été beaucoup trop tolérantes avec Hitler lorsque Danzig, la ville libre, s'était jointe à l'Empire allemand avant la Deuxième Guerre mondiale. Cela avait coûté cher au monde. Le Premier ministre David Cameron demande également de ne pas être trop mou avec la Russie, comme cela avait été le cas avec l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Sous le titre « Contre Poutine, l'OTAN doit trouver une réponse dure », le journal Die Welt exige que si la Russie continue comme ça, l'OTAN décrète le cas d'alliance, c'est-à-dire déclare la guerre. Mais maintenant, la question la plus importante est la suivante. Y a-t-il une invasion russe en Ukraine? L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui observe de façon indépendante la zone de combat à l'est de l'Ukraine, le dément et dit « Il n'y a pas d'indice pour une présence de troupes russes sur le sol ukrainien. » En même temps, des anciens agents secrets ont mis en garde Angela Merkel par une lettre ouverte selon laquelle les preuves d'une prétendue invasion russe étaient extrêmement douteuses et ils rappellent les fausses preuves avancées avant l'attaque contre l'Irak.
En outre, il remarque que le timing était choisi intentionnellement, car ces dernières semaines, l'armée ukrainienne était contrainte à la défensive en raison de son organisation chaotique et son état technique désolant. Pour le retrait, on aurait trouvé un prétexte préfabriqué dans l'invasion russe. C'est à ce moment précis que les photos floues de l'OTAN ont été publiées et que des reporters comme Michael Gordon du New York Times ont été lâchés afin de propager la nouvelle « Les Russes arrivent ». En fait, Michael Gordon était un des propagandistes les plus monstrueux lors de la guerre d'Irak. Mesdames et messieurs, jusqu'à ce jour, nous pouvons seulement observer une invasion de l'OTAN. L'OTAN avance inlassablement ses positions vers l'Est et annonce maintenant la création d'une troupe d'intervention rapide, forte de 4000 combattants spéciaux, à laquelle l'Allemagne devrait aussi participer. En outre, l'OTAN veut transporter à la frontière ukrainienne 1000 soldats de l'OTAN, dont 600 combattants américains soi-disant, pour montrer sa solidarité avec l'Ukraine. Tout cela montre qu'il y a un effet de miroir. L'OTAN fait elle-même ce qu'elle prétend des autres. Avant même que les États-Unis aient dû rendre des comptes devant un tribunal de guerre international pour leurs crimes de guerre en Irak, déjà, ils menacent de faire de nouvelles attaques de bombes avec de nouveaux arguments. Notre journal Le Mur des Lamentations avait déjà prédit, sans la moindre ambiguïté, que les États-Unis interviendraient encore une fois dans les pays qu'ils ont eux-mêmes déstabilisés. Pour cela, nous diffuserons chaque fois que ce cas de figure se répétera notre court-métrage éducatif intitulé « Comment fonctionnent les guerres modernes ». Nous vous prions, chers téléspectateurs, de regarder ce court-métrage qui fera suite à notre journal autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les différentes étapes exposées soient profondément ancrées dans votre pensée. Chers téléspectateurs, transmettez cela partout où vous le pourrez, car seulement ainsi il y a de l'espoir pour que la communauté internationale soit à nouveau indépendante du mainstream, c'est-à-dire qu'elle apprenne à penser de façon mature, et ainsi, éventuellement, elle pourrait détourner à temps une troisième guerre mondiale imminente. La répétition est maître de l'enseignement. Merci de tout cœur pour votre coopération.